Pourquoi le bruit est-il si important dans les pathologies neurodéveloppementales? Je voudrais aujourd'hui vous donner un aperçu des dernières connaissances, des connaissances anciennes et actualisées sur les bases physiopathologiques des troubles de la perception du bruit chez les patients présentant des pathologies neurodéveloppementales. Il y a une comorbidité prouvée entre les troubles du traitement auditif central et des pathologies du neurodéveloppement. On sait que chez les enfants dyslexiques, près de 25, selon les études, à 50% ont un trouble du traitement auditif, et chez les enfants avec un trouble du traitement auditif central, près de 2/3 ont des difficultés de lecture. D'où la nécessité absolue de l'évaluation d'un trouble central de l'audition par une équipe multidisciplinaire. Le trouble central de l'audition, vous savez, depuis 2018, lorsque nous avons revisité les critères d'éligibilité à l'appareillage auditif, est éligible à l'appareillage auditif sur la base de deux critères diagnostiques, la vocale dans le bruit et le test dichotique. Donc c'est très souvent des patients qui se présentent à la consultation. A priori, l'examen ORL primaire a dit que tout allait bien, l'audiométrie tonale est normale, mais pourtant les parents disent que l'enfant ne comprend pas tout quand l'enseignant parle. Alors est-ce que c'est dû uniquement à un problème de mauvaise acoustique dans la salle de classe, qu'on appelle une écoute compétitive, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? L'anomalie du traitement auditif central, c'est finalement ce que l'on a du mal à faire avec notre cerveau, avec ce que nos oreilles entendent. Le sujet, c'est que l'activité neurologique qui sous-tend ce traitement dépend du fonctionnement et de l'intégrité de toutes les fibres nerveuses, depuis la cochlée jusqu'au cortex auditif. Il y a une relation clé donc entre la morphologie cérébrale et le traitement auditif dans le bruit, et ces corrélats anatomo-fonctionnels ont été documentés au moins depuis 1985, au départ, dans les populations souffrant de dyslexie. Quels sont ces corrélats ? La première étude qui nous éclaire est celle de Galaburda, qui montre dès 1985 qu'il y a des zones d'ectopie, de dysplasie neuronale architecturale au niveau du cortex auditif primaire et dans les régions périsylviennes. Et ça impacte forcément la connectivité au sein de l'hémisphère gauche et au travers des aires auditives. Il y a, deuxièmement, un thème qui est récurrent dans la littérature, qui cible la latéralisation du contrôle descendant du fonctionnement de l'oreille interne, qui passe par la latéralité du système efférent au niveau cochléaire médian. Et le substratum physiologique, anatomo-fonctionnel, il est là. On voit que, normalement, si vous n'êtes pas dyslexique et que vous êtes droitier manuellement, vous avez de fortes chances, dans près de 2/3 à 80% des cas, d'avoir un cortex auditif primaire, le gyrus de Heschel, plus large à gauche qu'à droite. Et également un planum temporale plus large à gauche qu'à droite, dans près de 2/3 des cas de sujets non dyslexiques, droitiers manuellement. Quand on regarde également la symétrie, L', ou l'asymétrie, du planum temporale, on voit que chez les patients avec un trouble neuromental de la lecture, la dyslexie, le planum temporale est symétrique entre la gauche et la droite, alors que théoriquement, il devrait être asymétrique. D'autres études rapportent cette inversion significative de la symétrie des planums, ou bien des planums temporales symétriques, comme vous pouvez voir là, en particulier chez des patients de sexe masculin. On sait que les garçons sont plus sujets et sont probablement susceptibles de développer un trouble de la lecture, et on voit ici que par rapport à des sujets contrôles, alors on va voir si ça, voilà. Vous avez ici les contrôles et là les dyslexiques, et vous voyez que chez les sujets contrôles, le cortex et le planum temporale gauche est prédominant, alors que chez les dyslexiques, c'est le droit qui est prédominant, ou bien les planums sont symétriques. Troisième anomalie sur les analyses anatomo-fonctionnelles, c'est l'épaisseur corticale et son développement. Que ce soit au niveau avant l'acquisition de la lecture, lorsque l'acquisition de la lecture débute, ou bien lorsque la dyslexie est identifiée. Quand on compare les dyslexiques en gris clair par rapport au sujet contrôle,
eh bien, on voit que l'épaisseur corticale au niveau de échelle et du gyrus de échelle est plus faible systématiquement et significativement chez le dyslexique par rapport au sujet contrôle. Autre anomalie, ce sont des anomalies dans le développement embryologique du cortex auditif primaire et notamment dans la plicature, les sillons et les plis convexes du cortex auditif primaire. On voit ici, chez des sujets dyslexiques, une nette tendance à gauche dans le cortex auditif primaire à la présence de polymicrogyrie, c'est-à-dire une excessivité dans la présence de sillons par rapport au côté droit. Et enfin, vous savez que le corps calleux joue un rôle extrêmement important dans le transfert interhémisphérique des informations et que c'est lui qui va être mis sur la sellette, en particulier lors du test d'écoute dichotique. Et ce que l'on voit ici, c'est que ce corps calleux, il est en connexion depuis son splénium jusqu'à son rostrum, à travers l'isthme et le genou, avec toutes les aires cérébrales qui vont jouer un rôle dans la cognition, dans l'audition, dans la vision et dans l'olfaction aussi. L'isthme et le genou, impliqués respectivement dans l'audition et la cognition, sont en effet significativement plus petits dans les cerveaux des enfants dyslexiques, comme vous pouvez le voir sur cette animation. Donc il y a de nettes différences morphologiques dans les aires auditives du dyslexique, à travers la présence d'aires ectopiques à gauche, une asymétrie inversée ou une absence d'asymétrie, un moindre volume, des gyries ou des anormaux avec une polymicrogyrie à gauche et une moindre connectivité fonctionnelle. Il y a une pléthore de données dans la littérature qui le montrent. On voit de plus en plus dans nos consultations d'audiologie spécialisées, et on l'a vu beaucoup lorsqu'il y a eu un manque de ressources humaines médicales, durant la Covid notamment, des patients qui se présentent à nos consultations avec un trouble auditif et dont l'évaluation multidisciplinaire oriente vers un diagnostic de trouble du spectre autistique. Quelles sont les bases de ces troubles? Quelles sont les bases notamment de l'hyperacousie ou de la difficulté à comprendre la parole dans le bruit pour ces patients, enfants et adultes? Il y a un papier très intéressant qui est sorti il y a 2 ans qui analyse la connectivité fonctionnelle. Donc en imagerie fonctionnelle, il s'agit, lorsqu'on analyse une IRN fonctionnelle, de regarder ce qu'on appelle le CID, une graine qui est placée dans le cortex auditif primaire, et de regarder les connexions avec les autres aires cérébrales. Et ce que l'on voit chez les sujets avec TSA, avec trouble du spectre autistique, c'est qu'il y a une moindre connectivité du cortex auditif primaire avec le cortex occipital, le cortex moteur primaire, l'insula et l'aire de Wernicke. Chez les patients schizophrènes, on a un début aussi de frémissement dans la littérature sur des corrélats anatomo-fonctionnels auditifs. Il y a plus qu'un frémissement d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur ce que j'ai listé à droite. Et lorsqu'on compare la taille et l'épaisseur du cortex auditif secondaire au niveau du gyrus temporal supérieur, on voit, que ce soit dans la substance blanche ou la substance grise, qu'il y a une différence significative, là encore, à gauche, entre les sujets contrôle et les sujets schizophrènes, avec un moindre développement, comme on le voit ici chez les schizophrènes par rapport au contrôle, au niveau du gyrus temporal supérieur gauche. Alors qu'est-ce que ça donne en clinique? Je dirais que ce qui nous guide dans l'évaluation de ces patients, c'est d'avoir en tête finalement ce qui prévaut à leur pathologie, à leur difficulté dans le bruit. Je présenterai juste le cas de cette jeune fille, Laura, de 13 ans, âgée de 13 ans, que nous avons suivie pour des difficultés spécifiques du langage oral, donc ce qu'on appelait précédemment une dysphasie. Une prise en charge orthophonique intensive avait été mise en place, mais malgré ça, elle avait des difficultés scolaires et, comme plainte majeure, des difficultés de compréhension et de mémorisation de l'information orale.
L'évaluation neuropsychologique et orthophonique concluait à une dysphasie avec dyslexie associée. Voilà les résultats des tests subjectifs. On voit que l'audiogramme tonal ne montre pas particulièrement d'anomalies lors de la première évaluation, pas plus que l'audiométrie vocale. Ce qui alerte au niveau de l'examen de la fonction endocochléaire tout de suite, c'est évidemment, outre le fait que cette fonction est bien présente avec des autoémissions acoustiques provoquées amples, on a beaucoup de pics d'autoémission acoustique spontanée, c'est-à-dire des réponses des cellules ciliées externes en l'absence de toute stimulation extérieure. Plus encore, quand on regarde le contrôle descendant de ces autoémissions acoustiques provoquées, le système efférent olivocochléaire médian a un fonctionnement paradoxal. Pour le tester, il s'agit de délivrer un bruit contralatéral à l'oreille où vous enregistrez les auto-émissions acoustiques. Et ce que l'on voit lors de cette première évaluation, c'est qu'il est paradoxal au niveau de l'oreille droite. Donc à gauche, le bruit contralatéral diminue les auto-émissions, alors qu'à droite, le bruit contralatéral, au contraire, les augmente. Et lorsque je la reteste un an plus tard, c'est l'inverse. Le système a un fonctionnement paradoxal, mais également labile, c'est-à-dire que cette fois-ci, à droite, les auto-émissions diminuent en présence d'un bruit contralatéral, alors qu'à gauche, elles augmentent. On reteste l'enfant à l'âge de, c'est plus une enfant, elle est adolescente, à l'âge de 16 ans, et ce que l'on voit avec Alice Delafont 60 dans le bruit, c'est qu'elle est clairement hors des clous lorsqu'il s'agit de déchiffrer le message d'intérêt en présence de bruit. Nous l'avons adressé, je l'ai adressé pour un appareillage auditif, donc lorsqu'elle était adolescente, elle a accepté dans un milieu familial très porteur. Voilà les résultats en Dodley avant appareillage et après appareillage où elle s'améliore fortement. Je revois cette patiente avec plaisir. Elle est actuellement étudiante à Lyon en master de droit et je pense elle et ses parents sont assez reconnaissants de votre prise en charge audioprothétique. Et je voudrais remercier également le groupe européen sur les troubles centraux de l'audition avec mes collègues de Grèce, de Malte, d'Allemagne et du Royaume-Uni. Merci beaucoup.